Une fois de plus, la France est un pays développé. Je suis sûr qu'elle est capable de le faire, mais entre guillemets, toutes ces discussions entre les pharmaciens et les médecins, et qui va vacciner. Professeur Cyril Cohen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais que nous fassions un point ensemble sur la campagne de vaccination. On a l'impression qu'elle est bien avancée, bien engagée, bien plus qu'engagée. Où en est-on aujourd'hui au niveau de la vaccination? On a aussi cette donnée selon laquelle il y aurait entre 400 et 500 000 Israéliens qui sont, on va dire, dans les zones à risque, on va dire au-dessus de 60 ans ou de 50 ans qui ne sont pas fait encore vaccinés. Oui, donc, Boker Tov, Daniel. Écoutez, d'abord, oui, Israël est leader de la vaccination au monde, ça, c'est pas un secret. Presque 56% de la population a déjà reçu au moins une dose et recevra, je dirais, la seconde dose d'ici sous peu. 48% pratiquement ont déjà reçu les 2 doses. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Israël, la majorité des personnes sont soit vaccinées, soit, je dirais, convalescentes, ont eu la Covid et se sont rétablies. Donc, c'est vrai, il y a quand même... Et ces chiffres ne comptent pas les enfants, c'est-à-dire les enfants sont... Exactement, ça c'est une chose très importante. Nous ne comptons pas les à peu près 2,5 millions d'enfants, 2 millions et demi d'enfants qu'on a en Israël de moins de 16 ans qui ne peuvent pas être vaccinés. Du moins, juste, on a quelques cas d'enfants qui ont été vaccinés, mais je parle de centaines juste à cause ce sont des enfants qui ont des problèmes, des pathologies très, très, très graves et qui demandent une autorisation du cas par cas, justement, pour être vaccinés. Mais, mis à part ça, comme vous le disiez... Ça veut dire, les chiffres que vous donniez, on est bien au-dessus, on est aux alentours de 70% de la population israélienne adulte, on va dire, qui est vaccinée. On va dire de la population éligible, si on prend en compte aussi bien les vaccinés que les convalescents, on dépasse les 80% aujourd'hui. Alors, cette campagne, on l'a vu, elle s'est heurtée à quelques îlots d'opposition, on va dire. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Quelle est la règle au niveau de ceux qui refusent aujourd'hui de se faire vacciner? Comment agit-on? Nous sommes une démocratie et c'est un choix, la vaccination. Vous voulez vous faire vacciner, vous vous faites vacciner. Vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous ne vous faites pas vacciner, point à la ligne. Maintenant, c'est vrai, il y a d'un autre côté, je dirais, ce passeport vert. Donc, dans certains cas, on essaye de ne pas léser les gens qui ne sont pas vaccinés. Par exemple, donner un test PCR dans certains endroits de moins de 72 heures, qui est négatif, évidemment. On parle justement de tests antigéniques qui seraient plus rapides, mais la question qui va les financer, parce qu'ils sont, je veux dire, un peu plus chers, je dirais, que d'autres tests. Et donc, c'est à peu près, on estime entre 50 et 80 shekels le test. Donc, on essaye de trouver des solutions. Par exemple, pour le restaurant, si vous avez votre passeport vert, vous pouvez manger à l'intérieur. Et si vous n'avez pas de passeport vert, vous pouvez manger en terrasse. Donc, tout cela, une fois de plus, ce sont des solutions que nous, je dirais, essayons de trouver pour faciliter, entre guillemets, la vie. Et il y a beaucoup, évidemment, d'activités dans les médias. Moi, personnellement, je sais que je crois chaque jour, même je dirais chez les ultra-orthodoxes, des gens qui m'appellent, des rabbins même, pour justement discuter et considérer la vaccination et conseiller la vaccination à leurs proches et leurs chassidim. On essaye de faire beaucoup d'informations et on verra bien les résultats de cela d'ici, je dirais, quelques semaines. Mais d'un autre côté, on voit vraiment des résultats extrêmement positifs. Taux de positivité en Israël, 2%. Qui est en chute libre, ce qui est une bonne chose. Le nombre de malades graves qui aujourd'hui, je vous le rappelle, Daniel, on avait 1200 il y a à peu près un mois et demi. Aujourd'hui, on a à peu près 570. Le R0, ce fameux R0, le taux de reproduction du virus qui est à 0,68, ça veut dire que aujourd'hui, 100 personnes, et on a toujours des contaminations, mais aujourd'hui, 100 personnes contamineraient 68 personnes. Donc là, l'épidémie est en train de se contracter. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Alors, quant aux réfractaires, ces réfractaires à la vaccination, il y a des données aujourd'hui très, très claires qui établissent que, c'est-à-dire si au début le vaccin de Pfizer parlait de 95% de réussite au niveau du taux, là on est même au-dessus de ce chiffre, n'est-ce pas ? Oui, c'est une chose qui, même à nous en tant que spécialistes, nous a interpellés parce qu'en général, c'est le contraire qu'on voit. Dans les essais cliniques où vous sélectionnez une population et tout est contrôlé, on voit de bons chiffres. Et puis après, quand ça arrive à la population, ça baisse de quelques pourcents. Et là, aujourd'hui, en Israël, oui, nous avons justement des résultats sur l'efficacité
sur, je dirais, le fait que ce vaccin empêche les maladies graves, empêche apparemment les cas aussi asymptomatiques à 94%, ce qui est une excellente chose parce que ça voudrait dire que ça pourrait aussi influencer la transmission. Donc ça, ce sont d'excellents résultats, comme vous le mentionnez, quelquefois 97, 98%. Donc, nous sommes très heureux de ces résultats. Une fois de plus, je tiens à tempérer ces résultats et à dire que nous ne sommes pas encore sortis de cette situation, surtout par rapport aux variants, par exemple comme le variant sud-africain, qui nous inquiète quand même. Il est aujourd'hui minoritaire en Israël, 1 à 2%, mais nous savons très bien que pour chaque épidémie, il y a toujours un début. Donc, il faut faire très attention, surtout qu'on est en train de rouvrir notre aéroport. Alors justement, je voulais avoir votre réaction face à cette décision de la Cour suprême de rouvrir massivement l'aéroport Ben Gurion et le retour attendu ces prochains jours de milliers ou même de dizaines de milliers d'Israéliens. Est-ce que vous craignez effectivement, comme l'a dit le ministère de la Santé, qu'il y ait un rebond de l'épidémie ou alors il y a des moyens de contrôler cela ? Écoutez, c'est une chose qui est assez délicate. D'un côté, je suis totalement pour et comprends le droit de chaque personne à pouvoir rentrer chez elle. De l'autre côté, du point de vue sanitaire, nous sommes inquiets. Donc, une fois de plus, il faut essayer de trouver le juste milieu entre ces deux choses. Je crois que le juste milieu, et je crois qu'on n'est pas encore prêt, c'est pour ça que je suis un peu inquiet, le juste milieu, c'est justement de pouvoir faire des tests et d'implorer les gens, même s'ils n'ont pas encore de bracelet électronique. Faire des tests à quel moment ? Faire des tests en arrivant ou en partant ? Faire des tests au départ du pays qu'ils quittent, pays étranger, des tests en Israël lorsqu'ils arrivent ici, et ça c'est fait, c'est fait plus ou moins. La question c'est le volume. Serons-nous capables justement de traiter tout ce volume de personnes qui affluent en Israël ? Je pense que c'est possible, mais c'est surtout l'après-test, c'est-à-dire essayer de pouvoir, je dirais, identifier les malades, tester s'ils ont des variants. En Israël, on est en train de monter une structure justement pour tester les variants de manière très, très, je dirais, efficace, mais ça prend encore un peu de temps. Et puis, il y a ces bracelets électroniques. Pour l'instant, nous n'en avons pas encore suffisamment en Israël. Il y a à peu près 10 000 personnes maintenant avec des bracelets électroniques. On est en train d'en avoir 30 000 de plus. Et parce qu'on sait très bien que 70% des gens jusqu'à présent enfreignaient l'isolement. Et ça, c'est le plus gros problème. Alors, vous la comprenez, cette décision de la Cour suprême qui s'est immiscée dans ce dossier sanitaire, ou vous êtes plutôt réticent ? Du point de vue démocratique, je la comprends. Du point de vue sanitaire, je suis très inquiet. Bon, alors on va en rester là, mais je voudrais quand même avoir votre appréciation, professeur Cohen, sur les vaccins en France, parce qu'on parle beaucoup et on est naturellement lié à ce qui se passe en France, et on voit comment la campagne avec le AstraZeneca est en train de capoter. Ça ne marche pas. Apparemment, le AstraZeneca n'est pas du tout populaire en Europe. Comment vous expliquez, on va dire, ce changement d'approche, cette différence d'approche entre Israël qui a tout de suite s'est engagé on va dire à 100% en faveur de Pfizer et accessoirement de Moderna, et les Européens qui se sont focalisés sur AstraZeneca. Pourquoi ces différences? En fonction de quoi? Bon, écoutez, d'abord, il faut dire une chose. En Israël, nous avons aussi signé un contrat avec AstraZeneca. C'est juste qu'avec Pfizer, les vaccins sont arrivés beaucoup plus tôt et il y avait moins, je dirais, de compétition en ce qui concernait AstraZeneca. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il y avait plus, de compétition sur AstraZeneca parce qu'il est moins cher et beaucoup de pays le voulaient, alors que le vaccin de Pfizer est presque 10 fois plus cher. Je dirais, ça dépend des pays, entre 3 et 10 fois plus cher que le vaccin de Pfizer. Nous avons misé sur Pfizer, qui a été une bonne chose. Et puis évidemment, ce contrat après, qui nous a permis d'avoir plus de doses de Pfizer. Et en fait, on est rentré dans le pays modèle de Pfizer, ce qui nous a permis, une fois de plus, d'en arriver à ces résultats, entre autres, grâce aux négociations menées par le gouvernement, etc., qui nous a permis aujourd'hui d'être dans cette position. On a 55% de personnes vaccinées. Mais d'un autre côté, le problème d'AstraZeneca, il souffre d'un gros problème, je dirais, de relations publiques. Je pense que c'est un bon vaccin. J'attends avec impatience les résultats aujourd'hui de la commission scientifique de l'Agence européenne du médicament pour savoir justement s'il y a ce lien avec la thrombose ou pas. Mais les résultats initiaux que l'on a, les conseils de l'OMS et d'autres pays, et on voit l'Angleterre qui a déjà utilisé des millions de doses sans rapporter ces problèmes. Une fois de plus, la fréquence des thromboses, elle est très, très basse pour l'instant. C'est très dur de lier ça justement à ce vaccin. Donc, vous avez ça. Vous avez aussi
c'est un peu capoté au départ avec je dirais les pourcentages qui avaient été publiés par AstraZeneca, 62%, 90%, 70%, etc. Ça a créé un manque de confiance. Les États-Unis ne l'ont pas homologué et ils font un nouvel essai phase 3. Donc tout ça ensemble, plus la réticence dans certains pays de se faire vacciner, ça vous donne un climat je dirais, très problématique pour AstraZeneca. Mais une fois de plus, je vous avoue sincèrement, il ne serait pas beaucoup moins efficace que Pfizer ou Moderna. Ça dépend comment on analyse les résultats, une dose ou 2 doses. Au niveau d'une dose, il n'est pas vraiment moins efficace que Pfizer. Quand même, il provoque plus d'effets secondaires. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire plus de fièvre, plus de syndromes grippaux, etc. Et est-ce qu'il est responsable des effets indésirables graves? C'est un peu trop tôt pour le dire, mais apparemment, je vous dis sincèrement, dans la communauté médicale, nous ne pensons pas que ce vaccin soit dangereux ou qu'il est justifié justement d'arrêter d'utiliser. Donc, il est très bien d'enquêter, de voir où on en est, mais ce vaccin, je dirais, est valable. Alors, encore un mot, on vous a vu très en colère sur l'une des chaînes de télévision françaises, je crois que c'était LCI, sur le système de distribution des vaccins en France, qui est totalement différent du système israélien. Ici, on le sait, on a bien profité de la structure des coupes Petrolim, des caisses d'assurance. Ça n'existe pas en France de la même manière. Si vous aviez un conseil à donner en France, parce que c'est plus facile de le faire ici sur les ondes de Studio Qualita que peut-être sur LCI, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux autorités sanitaires en France pour essayer de mieux gérer cette campagne de vaccination? Oui, écoutez, c'est moins de la colère et plus de la frustration. Une fois de plus, je ne suis pas en France, mais j'ai des proches en France. Et ce matin-là, justement, quand je me suis un peu énervé, entre guillemets, c'était parce que j'avais discuté avec ma cousine qui est médecin, qui me racontait des cas, justement, où elle a une dose de vaccin pour vacciner 10 personnes. 3 personnes se sont désistées. Elle ne peut pas vacciner les 7 autres. Donc, elle me dit que ça prend une demi-journée pour vacciner 10 personnes. Donc, ça ne doit pas être, je vous l'avoue sincèrement, ce ne sont pas les médecins généralistes, à mon avis, qui doivent faire le gros de la vaccination. Il faut monter des centres de vaccination. Il faut centraliser, comme on l'a fait en Israël. Et une fois de plus, la France est un pays développé. Je suis sûr qu'elle est capable de le faire. Mais entre guillemets, toutes ces discussions entre les pharmaciens et les médecins, et qui va vacciner, et les gens, vous savez, en France, ils doivent, eux-mêmes, les médecins doivent passer du temps pour sélectionner les patients. C'est un gros problème. C'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de doses. Donc, mes 2 conseils, c'est petit 1, faites tout votre possible pour avoir plus de doses. Le prix n'est pas important. La deuxième chose, centralisez votre processus de vaccination. Comme je disais, utilisez des salles, utilisez un stade, mettez des tentes, prenez 50 infirmiers comme on le fait en Israël. On utilise aussi des canyonim, des centres commerciaux pour vacciner. Et justement, prenez tous ces moyens qui ne sont pas compliqués, informatisez un peu plus. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais à l'assistance publique, il y a des données comme ils le font pour la grippe chaque année et commencez à vacciner. N'arrêtez pas. Eh bien, professeur Cyril Cohen, merci beaucoup pour tous ces conseils qui nous sont adressés à nous, mais également à nos amis en France et en Europe. Merci beaucoup pour la précision de vos explications. Merci et à bientôt. À bientôt. Shabbat Shalom. On peut souhaiter Shabbat Shalom.